Le matin du 7 septembre 1945. Charlottenburger Chaussee, au centre de Berlin. Le soleil d'automne perçait une fine pellicule de poussière planant sur la ville en ruine, baignant de lumière un large boulevard qui, quelques mois plus tôt, était le cœur de la capitale d'Hitler. À présent, il servait de scène aux vainqueurs. Le général George S. Patton se tenait sur la tribune officielle, près de la porte de Brandebourg, son casque lustré accrochant la lumière du matin. À ses côtés se tenait le maréchal Georgi Zhukov, de l'Union soviétique, le vainqueur de Berlin. À leur gauche, le général Marie-Pierre Koenig, de France. À leur droite, le général Brian Robertson, de Grande-Bretagne. Ces quatre hommes incarnaient les puissances qui venaient d'enterrer le Troisième Reich. Depuis 2 heures, ils regardaient défiler un flot ininterrompu de troupes alliées. L'infanterie américaine, les parachutistes britanniques, les régiments coloniaux français, puis les soldats soviétiques du premier front de Biélorussie du maréchal Zhukov, ceux qui avaient pris d'assaut le Reichstag 4 mois plus tôt. Les généraux occidentaux affichaient une admiration polie. Ils avaient déjà vu la puissance militaire soviétique. Ils avaient combattu à ses côtés. Aucun d'eux ne s'attendait à ce qui allait suivre. Un grondement mécanique profond roula le long de la chaussée depuis l'Est. Rien de comparable n'avait jamais frappé l'oreille des observateurs occidentaux, plus grave, plus lourd, plus sonore que le grondement familier des T-34. Le sol lui-même semblait vibrer. À travers les vagues de chaleur qui montaient du bitume fendu, des silhouettes sombres apparurent au loin, avançant en formation lente. 52 chars, peints en vert sombre, bas, aux blindages inclinés. Étrange. Le premier véhicule de la colonne passa devant la tribune officielle à 15 km à l'heure. Le général Patton, un homme qui avait bâti toute sa carrière sur les blindés, jeta un long regard. Puis un autre. Puis, il se tourna vers son aide de camp et murmura quelques mots. Selon les officiers présents, ce commentaire n'était pas fait pour être répété. Le char qui avait cloué Patton au silence était un modèle qu'aucun des alliés occidentaux n'avait jamais vu, photographié, ni même entendu mentionner. Les soviétiques le cachaient depuis près d'1 an. On l'appelait l'IS-3. Et bien qu'il ne tirerait pas un seul coup dans la guerre qui venait de s'achever, il allait façonner les 40 années suivantes de pensée militaire sur 3 continents. Si tu es passionné par la technologie militaire et la Seconde Guerre mondiale, merci de t'abonner à notre chaîne. Cela nous aidera énormément. Merci. La route qui menait à la Charlottenburger Chaussee commença en juillet 1943 dans les champs de blé ondulants au sud d'une ville russe appelée Koursk. Là, l'armée rouge avait encaissé puis brisé la plus grande offensive de chars de l'histoire humaine. Ils avaient gagné. Mais la victoire avait été chèrement payée, et les généraux soviétiques avaient pris soigneusement note de ce que leurs équipages leur avaient rapporté ensuite. Ces notes n'avaient rien d'encourageant. Les T-34 soviétiques, bêtes de somme des chars moyens qui avaient porté l'armée rouge de Stalingrad vers l'ouest, étaient détruits à longue distance par de nouveaux engins allemands. Le Tigre 1, avec son canon de 88 mm, perçait le blindage frontal d'un T-34 à 1500 mètres. Le Panthère, avec son long canon de 75 mm, était encore plus précis. Les équipages de chars soviétiques rapportaient être mis hors de combat avant même d'entrer à portée de tir efficace. Le lourd Kassafin, le premier char lourd russe, se révélait lui aussi dépassé. Son blindage était épais mais plat, et un blindage plat présenté à plat face aux obus entrants n'offrait aucun avantage. Les canonniers allemands adoraient les blindages plats. Le maréchal Zhukov remit un rapport au comité d'État de la Défense à l'automne 1943. L'armée rouge, écrivait-il, avait besoin d'un nouveau char lourd, pas seulement meilleur, mais fondamentalement différent. Un char capable de survivre au canon des Tigres à n'importe quelle distance. Un char pouvant emporter une arme capable de détruire tout ce que les Allemands construiraient. Un char, conçu pour la guerre à venir, pas pour celle qui venait de s'achever. La demande atterrit sur le bureau d'un homme nommé Joseph Yakovlevitch Kotin, le concepteur en chef des chars lourds soviétiques. Loin à l'est, au cœur de l'Oural, se trouvait une ville que les Allemands n'avaient jamais atteinte et n'atteindraient jamais. Tcheliabinsk n'était, avant la guerre, qu'une paisible ville de province. Après l'invasion allemande en 1941, les autorités soviétiques y avaient transféré des usines entières
depuis Leningrad et Kharkov, sur ces glaciales franges industrielles. En 1943, le complexe s'appelait Tankograd, la cité des chars. On y produisait plus de véhicules blindés que dans n'importe quel autre site au monde. À Tankograd, Khotyn rassembla un bureau d'études appelé à devenir légendaire. Parmi ses ingénieurs en chef figuraient Nikolai Doukov, Mikhail Balzy et un jeune concepteur brillant nommé Yermolaïev. Leur espace de travail était un ancien bureau aménagé au-dessus d'un atelier où 8000 ouvriers travaillaient en 3 équipes. L'équipe partit d'une page blanche. Toutes les hypothèses de conception étaient sur la table. Leur première percée vint de l'étude d'un tigre, un capturé, que l'armée rouge avait récupéré intact près de Leningrad. Les ingénieurs de Khotyn passèrent des mois à le démonter, à mesurer chaque plaque, chaque soudure, chaque angle. Ce qu'ils découvrirent les surprit. Le tigre n'était pas invincible, il avait des faiblesses. La conception allemande était conservatrice. Des plaques de blindage pleines jointes à angle droit. Une silhouette haute. Une transmission complexe qui tombait sans cesse en panne. Les ingénieurs soviétiques décidèrent de faire presque l'inverse de tout ce qu'avaient fait les Allemands. Là où le tigre était haut, l'IS-3 serait bas. À peine 2,4 mètres du dessus des chenilles au toit de la tourelle, plus bas que la plupart des hommes. Là où le blindage du tigre était plat, celui de l'IS-3 serait fortement incliné, à des angles extrêmes, pour dévier les obus plutôt que de les encaisser. Là où la tourelle du tigre était une boîte au flanc plat, celle de l'IS-3 serait un dôme lisse, sans la moindre surface plane sur laquelle un tireur ennemi puisse caler sa visée. Restait l'avant de la coque. Balzy proposa quelque chose qu'aucun grand concepteur de chars n'avait jamais tenté. Au lieu d'une seule plaque inclinée, l'avant de l'IS-3 formerait une pointe. Un biseau aigu, fuyant de part et d'autre, comme l'étrave d'un navire fendant l'eau. Les Russes l'appelaient le choukanos. Le nez de brochet, le choukanos, était une solution mathématique à un problème de champ de bataille. Un obus frappant cette plaque inclinée se dévierait complètement ou arriverait avec un tel angle d'obliquité que même un blindage plus mince résisterait à la perforation. La protection effective en était presque doublée sans ajout de poids. Il ne ressemblait à aucun char jamais construit. Il fallait à ce nouveau char un canon à la hauteur de son blindage. L'équipe de Khotyn choisit le D-25T, un canon de 122 mm dérivé d'une lourde pièce d'artillerie de campagne. Il tirait un obus de 25 kg. Aux distances de combat usuelles, il pouvait détruire n'importe quel char alors en service. Aucune pièce de l'arsenal allemand ne survivait à un coup direct. L'arme avait ses défauts. Elle se rechargeait lentement. Un équipage entraîné parvenait à tirer 2 ou 3 coups par minute, quand un Sherman américain pouvait en tirer 8. Les munitions étaient si lourdes que les équipages ne pouvaient embarquer que 28 coups dans le char. Mais pour percer des positions fortifiées, détruire des chars lourds ennemis à longue distance, écraser des bunkers en béton, aucune arme alliée ne l'égalait. Tout au long de 1944, des prototypes subirent des essais impitoyables sur des champs de tir près de Tcheliabinsk. Les premiers exemplaires posaient un problème. La transmission manquait de fiabilité. Le moteur surchauffait. Les trappes fuyaient. L'équipe de Khotyn travailla tout l'hiver, redessinant des composants, réécrivant les manuels, reformant les équipes d'usine. En mars 1945, le Comité de défense de l'État approuva la conception pour la production de masse sous l'appellation Iosif Staline III. IS-3. Les premiers chars sortirent de chaîne début mai. À ce moment-là, Berlin était déjà tombé. La guerre en Europe prit fin le 8 mai. Pas un seul IS-3 n'avait atteint le front. Pour les généraux soviétiques, c'était un problème. Ils avaient construit le char lourd le plus avancé du monde, sans la moindre occasion de le prouver. Les alliés occidentaux n'avaient vu les blindés soviétiques que sous la forme des plus anciens T-34 et K-20. Sans démonstration, personne en dehors de l'Union soviétique ne comprendrait de quoi l'armée rouge était désormais capable. C'est alors que le maréchal Zhoukov fit discrètement une suggestion à Moscou. Les Alliés prévoyaient un défilé de la victoire commun à Berlin début septembre. Zhoukov suggéra, peut-être, que l'Union soviétique envoie quelque chose d'exceptionnel. L'ordre tomba dans la chaîne de commandement soviétique à la fin août. Le 71e régiment indépendant de chars lourds de la Garde,
alors stationné en Allemagne au sein du groupe des forces soviétiques, devait recevoir 52 serons à OS-3 acheminés par rail depuis Tcheliabinsk. Le régiment disposait de 2 semaines pour former ses équipages sur les nouveaux engins et se préparer à un défilé au cœur de Berlin. Les équipages étaient des hommes d'élite. La plupart avaient combattu de Stalingrad à Berlin dans des chars plus anciens. Ils avaient gagné le droit de conduire la toute dernière arme russe. Les engins arrivèrent fin août, tout juste sortis d'usine, la peinture encore fraîche. Les mécaniciens travaillèrent des nuits entières à vérifier chaque système. Des équipes de finition firent briller le blindage d'un vert profond. Les canons furent passés à l'écouvillon et polis. Les chenilles furent graissées. Le matin du 7 septembre, le régiment se mit en formation à l'est du centre-ville. Chaque char embarquait 4 hommes en grande tenue. Chef de char, tireur, chargeur, conducteur. Le mécanicien voyageait à l'extérieur, juché sur la plage moteur. À 15 km à l'heure, la colonne roula vers l'ouest, traversant des quartiers en ruine où des civils allemands observaient en silence depuis des fenêtres brisées. Quand la colonne atteignit la porte de Brandebourg et s'engagea sur la Charlottenburger Chaussee, les généraux occidentaux installés à la tribune officielle regardèrent le défilé depuis 2 heures. Ils étaient fatigués, accablés par la chaleur et n'attendaient plus que la fin. Puis, ils entendirent le grondement. Les rapports diplomatiques déposés par les attachés militaires occidentaux dans les jours qui suivirent ont tous été déclassifiés. Pris ensemble, ils constituent un témoignage remarquable de surprise militaire. Le rapport britannique, rédigé par des officiers de l'état-major du général Robertson, décrivait des chars d'une conception révolutionnaire et avertissait que le Royal Armoured Corps ne disposait de rien d'équivalent. La configuration du blindage frontal, notait-il, semblait rendre le char pratiquement invulnérable aux armes anti-chars britanniques et américaines actuelles, à toute distance d'engagement réaliste. Le rapport français, rédigé par le chef du renseignement du général Koenig, se montrait tout aussi alarmé. La France était sortie de la guerre avec une industrie nationale des chars quasi inexistante. Découvrir que son allié de guerre disposait désormais d'un engin surpassant tout ce que comptait l'arsenal occidental constituait, affirmait crûment le rapport, un problème stratégique du plus haut ordre. Le rapport américain était le plus long et le plus détaillé. Des officiers américains avaient été autorisés à faire le tour des chars à l'arrêt après le défilé, sans toutefois pouvoir les examiner de près. Ils les photographièrent sous tous les angles. Ils mesurèrent tout ce qui pouvait l'être à l'œil et au pas. Ils dessinèrent de mémoire les détails. Le document concluait que l'IS-3 représentait un bond générationnel dans la conception des chars et recommandait de revoir immédiatement les priorités américaines en matière de développement des blindés. Le Meinen-Settos général Patton, qui avait commandé les forces blindées américaines lors des 2 guerres mondiales, ne fit aucun rapport officiel. Mais plusieurs officiers qui lui avaient parlé dans les jours suivants ont écrit plus tard qu'il était profondément troublé par ce qu'il avait vu. Il était convaincu que les Soviétiques avaient construit un char que ses propres Sherman ne pouvaient pas arrêter, et il n'avait pas tort. Le choc du 7 septembre se propagea tout au long de l'automne et de l'hiver 1945. Les demandes de renseignements affluèrent vers Londres, Washington et Paris. Les photographies du défilé furent agrandies, étudiées et diffusées auprès des concepteurs d'armement. Des ingénieurs allemands capturés furent minutieusement interrogés pour obtenir la moindre information qu'ils pourraient fournir. La réaction britannique fut la plus rapide. Le Royal Armoured Corps avait déjà un nouveau char lourd en cours de développement, l'A-41, bientôt baptisé Centurion. 6 prototypes étaient arrivés en Belgique en mai, trop tard pour combattre. Après le 7 septembre, le programme fut accéléré. Le Centurion reçut un canon plus puissant. En 1948, le Centurion entra en service et devint l'épine dorsale de l'armée britannique pour les 30 années suivantes. Nombre d'historiens attribuent à l'IS-3 d'avoir contraint les ingénieurs britanniques à prendre le programme au sérieux. Un second programme britannique visant un véritable char lourd à la hauteur de l'IS-3 donna directement naissance au Conqueror, armé d'un imposant canon de 120 mm. C'était un mastodonte et, dans l'ensemble, un échec. Mais il n'aurait pas vu le jour sans ce qui s'était passé à Berlin. La riposte américaine prit plus de temps, mais alla plus loin. Le char lourd alors en dotation dans l'armée,
Le M26 Pershing venait tout juste d'entrer en service au début de 1945. Après Berlin, les ingénieurs de l'arsenal de Detroit se mirent à travailler sur un successeur. Le résultat, des années plus tard, fut le char lourd M103, armé d'un canon de 120 mm conçu spécifiquement pour vaincre les blindés lourds soviétiques. Il ne fut jamais engagé au combat. Son existence seule jouait son rôle dissuasif. La réponse française fut la plus ambitieuse et la plus tourmentée. Les ingénieurs français, avec des moyens limités dans un pays encore en convalescence après l'occupation, tentèrent de sauter une génération entière. Ils conçurent l'AMX-50, un char lourd doté d'une tourelle oscillante inhabituelle et d'un canon de 120 mm. Des prototypes apparurent en 1949. Le véhicule se révéla trop coûteux et trop complexe, et le programme fut abandonné. Mais les enseignements techniques tirés de l'expérience alimentèrent directement les conceptions françaises ultérieures, dont l'AMX-30, le char qui équiperait l'armée française pendant des décennies. Dans 4 pays, la silhouette de l'IS-3 plana au-dessus des planches à dessin tout au long de la fin des années 1940. Pendant près d'une décennie, le développement des chars occidentaux fut une course pour rattraper un engin qui n'avait défilé qu'une seule fois sur un boulevard berlinois. L'IS-3 lui-même eut une carrière opérationnelle discrète. Au moment où l'armée rouge fut prête à le déployer en grand nombre, la guerre froide avait commencé et les enseignements de sa conception étaient déjà intégrés aux nouveaux chars soviétiques. Le T-54, le T-62, le T-64. L'IS-3 ne servit en première ligne que brièvement avant d'être remplacé. Un petit nombre connut son premier véritable combat à Budapest en 1956, lorsque les forces soviétiques entrèrent dans la capitale hongroise. Des combattants hongrois, armés d'armes improvisées, parvinrent à en neutraliser quelques-uns. Les leçons tirées conduisirent les soviétiques à faire évoluer le modèle en version IS-3M, avec un blindage plus épais et de meilleurs équipements. L'emploi le plus célèbre de l'IS-3 au combat ne fut d'ailleurs pas le fait des soviétiques. L'Égypte en acheta environ 150 exemplaires à l'URSS à la fin des années 1950. Ils furent engagés contre les forces israéliennes lors de la guerre des 6 jours en 1967. Le renseignement israélien avait étudié l'IS-3 de près et élaboré des tactiques pour le vaincre. Les équipages israéliens, dotés de chars occidentaux plus récents et d'un entraînement supérieur, mirent hors de combat la plupart des IS-3 égyptiens dans les tout premiers jours de la guerre. Beaucoup furent capturés intacts. Plusieurs sont encore exposés aujourd'hui au musée des blindés Yad Lacherion, à Latraun, en Israël. Témoin muet d'un char conçu pour une autre guerre. Mais la véritable contribution de l'IS-3 à l'histoire militaire eut lieu ce seul matin de septembre 1945, lorsqu'il roula devant la porte de Brandebourg et bouleversa les calculs de tous les généraux occidentaux qui le virent. En 1981, un général britannique à la retraite nommé Cecil Blacker, qui avait servi au Royal Armoured Corps depuis avant la Seconde Guerre mondiale, jusqu'au développement des chars Centurion et Chieftain, donna une conférence au Royal United Services Institute, à Londres. Le sujet portait sur le développement des chars britanniques au début de la guerre froide. À mi-parcours de son exposé, Blacker fit une pause et s'adressa directement à son auditoire. Il évoqua l'étude des photographies du défilé de Berlin alors qu'il était jeune officier en 1945. Il se souvenait du silence qui avait régné dans la salle de briefing lorsque les images furent projetées pour la première fois à l'écran. « Nous avions gagné la guerre », dit-il à l'auditoire. Et ce matin de septembre-là, nous avons découvert que nous étions déjà en train de perdre la suivante. Les Russes avaient construit un char qu'aucune arme en service chez nous ne pouvait arrêter. Ils l'ont fait défiler sous nos yeux à Berlin pour s'assurer que nous avions bien compris. Ils n'avaient pas besoin de dire un mot, le char parlait pour eux. Et, pendant les 20 années suivantes, tous les concepteurs de chars occidentaux lui ont répondu. Kotin, l'ingénieur qui avait dirigé l'équipe de conception de l'IS-3 à Tankograd, mourut en 1979. Il avait reçu à 4 reprises le titre de héros du travail socialiste. Vers la fin de sa vie, lorsqu'on lui demanda de quelle de ses créations il était le plus fier, il aurait cité non pas l'IS-3, mais l'ancien KV-1,
le char lourd, qui avait contribué à arrêter les Allemands à Leningrad en 1941. Quand on l'interrogea plus précisément sur l'IS-3, Kotin sourit et se contenta de dire qu'il avait été construit pour être vu. Une arme, disait-il, n'a pas toujours besoin de faire feu pour accomplir sa mission. Les 52 chars du 60 et 11e régiment indépendant de chars lourds de la garde ne firent jamais feu au combat. Ils ne se retrouvèrent jamais face aux chars allemands Tigre ou Panthère. Ils ne détruisirent jamais de véhicules ennemis sur le champ de bataille. Selon tous les critères habituels du succès militaire, leur service n'avait rien d'exceptionnel. Et pourtant, ce seul défilé sur la Charlottenburger Chaussée, 52 engins vert foncé avançant à 15 km à l'heure, déclencha le plus vaste effort de développement de chars de toute l'histoire de l'Occident. Le Centurion, le Conqueror, le M103, la MX-50. Chacun de ces engins n'exista que parce que 4 généraux occidentaux s'étaient tenus sur une tribune berlinoise un matin de septembre et avaient compris, en l'espace de quelques secondes, que tout ce qu'ils pensaient savoir des chars venait de devenir obsolète. L'IS-3 remporta sa bataille sans tirer un seul coup. C'est peut-être le seul char de l'histoire à pouvoir le prétendre. Et, dans cette victoire silencieuse, il donna une leçon que les ingénieurs de Tankograd avaient comprise depuis longtemps. Dans la guerre moderne, il arrive que l'arme la plus puissante soit celle dont l'ennemi n'est jamais tout à fait sûr que vous disposez.